Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour la deuxième session, donc la deuxième conférence du cycle HMO-NP. Voilà, cycle HMO-NP qui a un sous-titre en conférence, c'est dans les coulisses des agences. Donc l'idée, c'est de vous faire partager les retours d'expérience d'agences qui ont des pratiques différentes, qui travaillent sur des territoires différents, avec des approches qui sont à chaque fois singulières, et puis d'aller ouvrir un peu le capot du moteur, de passer derrière le miroir et de voir comment vous pouvez tenir le cap des qualités architecturales, voilà, les difficultés auxquelles on peut se confronter, etc. Donc ce soir, on a l'honneur d'accueillir l'agence commune, donc Louis Puteaux et puis Martin Rollin. Donc vous êtes venus en binôme à deux. Et avec un thème donc, qui va être celui de faire architecture. Donc comment faire architecture avec une approche, si j'ai bien compris, bien particulière qui est liée au travail collectif. Donc je vous laisserai développer, mais comment travailler collectivement, c'est un peu ce que j'ai compris, sur quel sujet, sur quelles échelles, etc. Voilà, les prochaines conférences HMO-NP, donc c'est une conférence par mois. Il y en aura une au mois de mars, ça vous sera précisé en temps voulu, une au mois d'avril et puis une tout début juin. Le prochain conférencier, ce sera quelqu'un que vous connaissez peut-être, Jérôme Gleyroux de l'agence Link. Voilà, qui ont fait l'honneur d'être publié dans la revue AMC. Et nous aurons ensuite Sophie Ricard, qui a travaillé avec Patrick Bouchin. Et on terminera avec Julien Boideau en conférence de clôture, qui a confirmé sa venue. Donc Louis et Martin, merci encore d'être venus. Je rappelle, vous avez été lauréat du palmarès des jeunes urbanistes en 2022, si je ne me trompe pas. Voilà, nous raconterez peut-être ça, comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça vous a apporté, ou ça fera peut-être partie des questions que vous poserez. Je vous laisse y aller. Allez, merci. Ça marche. Déjà, merci pour l'invitation, pour l'organisation et pour la présence. Du coup, on va s'attarder un peu sur la première page. Du coup, on a intitulé cette petite présentation « La faire architecture », point d'interrogation. Et en fait, le but, en effet, on a joué le jeu d'essayer d'expliciter ce qui se trame un peu sous nos tentatives d'architecture, parce qu'on n'est pas certain de grand-chose encore quant à la définition du terme, ce qui est un peu à l'œuvre dans l'œuvre, quoi, si on veut. En fait, si on reprend un peu du vocable marxiste, on pourrait dire qu'on s'intéresse ici aux structures de production de l'architecture, voilà, qui sont des choses qui nous questionnent beaucoup et que le fond et la forme de l'agence cherchent à questionner. On se met un peu en porte-à-faux quant au format de la présentation. Il sera beaucoup question de questions, justement. On va lancer beaucoup de questions et très peu de réponses. En fait, ces questions essayent d'habiter un peu le quotidien de la pratique. Des fois, on se dit il faudrait que chaque projet renvoie une question, que cherche des éléments de réponse concernant une interrogation. Et en ce sens, pour nous, là, si on se rapproprie un peu une citation de Foucault dans sa conférence inaugurale au Collège de France, c'est peut-être un peu ringard comme référence, mais qui dit que pour qu'il y ait discipline, il faut qu'il y ait possibilité de formuler et de formuler indéfiniment des propositions nouvelles. Alors bon, pas sûr de formuler des propositions extrêmement nouvelles, mais l'idée, malgré tout, à travers ces questions, c'est toujours un peu plus de chercher et en même temps de se chercher. Du coup, on va vous présenter ce qu'on considère comme le premier projet de l'agence, on a coutume de dire, à savoir l'agence, à proprement parler. Voilà. Donc, l'agence aujourd'hui commune, c'est 7 associés, les 7 têtes que vous voyez à l'écran, qui se sont rencontrés il y a une bonne dizaine d'années sur Lyon. On était tous plutôt extra-lyonnais, nancéens, parisiens, ou en tout cas de lyonnais également, mais voilà, de différents lieux de France. Et une dizaine de jeunes architectes à l'origine, avec des expériences dans des plutôt grosses agences installées, des agences éponymes, donc avec
avec un chef d'agence et puis un fonctionnement plutôt vertical. Et on faisait le constat, tous, dans nos discussions, d'un décalage avec nos envies, avec des envies de faire. Et voilà, donc à ce moment-là, on avait envie de pratiquer, de faire autrement. Ça n'a pas commencé directement par la création de l'agence. On a constitué d'abord quelque chose qu'on a appelé le Café de l'Architecture, qui existe encore, qui était un lieu de discussion, un lieu de questionnement pour dépasser la pratique quotidienne qui nous ennuyait, ou en tout cas qui nous comblait pas complètement, et qui étaient des occasions d'interroger des enjeux de discipline. Il y a un certain nombre de thèmes qui étaient autour de la discipline. Donc, qu'est-ce que c'est que faire de l'architecture aujourd'hui, comment le faire, des enjeux de construction. On sentait qu'il y avait des possibilités par ces pistes-là, donc notamment de questions de filière, par des visites d'entreprise, et puis une ouverture culturelle par des films, par des livres, par des visites de villes. Et puis, voilà, ce premier projet, comme on se le raconte, la constitution de commune, elle s'est faite en un an et demi, à 8 d'abord. Et ce qu'on a voulu constituer, de par nos discussions, c'est tout de suite un modèle horizontal, un peu sous le modèle des scopes, donc où chaque associé a une voix et a une position complètement équivalente dans la structure. C'est ce qui nous intéressait. Donc c'était pas une scope en tant que telle, parce que c'était pas si simple à mettre en œuvre, mais on a repris dans les statuts les différents éléments de gouvernance qui nous intéressaient dans ces montages-là, pour prolonger le format de collégialité et de collectif. Donc on se définit pas comme un collectif, on est avant tout une société d'architecture, donc une SAS d'architecture, qui est inscrite à l'ordre, qui fonctionne de manière comme une agence d'architecture. C'est juste le format de gouvernance qui est un petit peu différent. Pour réguler la manière dont on travaille, donc il y a la question des statuts, qui est vraiment l'élément juridique premier. On a voulu le définir de manière un petit peu plus complète par un document qui n'est pas tout à fait juridiquement applicable. C'est un pacte d'associés, voilà, qui a une valeur plus relative, on va dire, que les statuts. Et où on a voulu, c'est ça qui nous a pris beaucoup de temps, un an et demi, pour définir la manière dont on voulait travailler ensemble, dont la commande pouvait rentrer, dont on pouvait travailler de manière satisfaisante. Ce qui est marrant, c'est que ça régit en fait autant comment on fait s'il y a une affaire qui tombe dans le pot commun que comment on fait le ménage dans les bureaux, quoi. Enfin, c'est une espèce de document un peu protéiforme. Et en effet, c'est un temps long. Oui, il y a eu 1 an et demi de discussion à 11, puis à 9, enfin, pour monter tout ça, quoi. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'en discutant, on n'a pas tous et toutes les mêmes points de vue sur comment on répartit le travail, l'argent, le temps, enfin, tous ces trucs, quoi. Pardon ? Oui, très bien. Aujourd'hui, Commune, c'est donc cette agence, et puis c'est un réseau un petit peu élargi autour, puisqu'on est un certain nombre à enseigner à côté, donc avec des réseaux, des réseaux de praticiens et puis intellectuels qui nous permettent de continuer à avancer de manière satisfaisante et de manière réciproque. C'est des laboratoires avec deux de nos collaborateurs qui ont des thèses et qui peuvent continuer à faire de la recherche. C'est ce Café de l'Architecture qui continue à vivre, qu'on organise maintenant, je ne l'ai pas dit au début, mais le Café de l'Architecture, au début, c'était simplement dans nos appartements, autour d'une bouteille. Aujourd'hui, c'est un tout petit peu plus institutionnalisé, un peu moins fréquent aussi. Et ça se passe souvent au RISE, qui est un centre culturel à Villeurbanne, juste à côté de Lyon. Et puis c'est Archipel, qui peut-être que vous connaissez, à Lyon, sur la place des Terreaux, qui est à la fois une librairie de laquelle certains des associés de communes sont associés, et puis une maison de l'architecture, dont nous faisons partie. Donc Commune, de manière purement juridique, c'est une société d'architecture. Donc c'est ce grand cercle. Et puis on a un fonctionnement un peu particulier qu'on voulait vous raconter.
parce que ça nous semble intéressant. C'est ce qu'on appelle des filiales, qu'on ne sont pas directement, mais c'est une manière de facturer les projets sur lesquels on travaille. C'est-à-dire que tout le monde ne se paye pas de manière complètement équivalente chez Commune. C'était un petit peu une base de fonctionnement pour que chacun ait, on va dire, sa liberté de travail, sa liberté de choisir le temps qu'il veut passer à l'agence, la manière dont il se rémunère. Par exemple, si l'un ou l'une d'entre nous a un conjoint ou une conjointe qui gagne beaucoup d'argent, il peut venir à l'agence de manière moins fréquente, quoi. Donc ça, c'était des choix qu'on voulait laisser à chacun. Du coup, la manière dont on fonctionne, c'est qu'on se rémunère sur les projets sur lesquels on travaille. Ce qui du coup implique, alors il y avait deux manières de faire, hein, soit on fait une comptabilité analytique avec des comptes associés pour chacun des collaborateurs, des associés, soit, comme c'est plutôt ce qu'on a choisi, on constitue des filiales du coup qui facturent directement à Commune les prestations entre guillemets fournies. Juste pour compléter, en fait, ce modèle, il est né du fait qu'on avait des situations assez différentes à la création de la société. Et il y en a qui avaient déjà leur entreprise individuelle, qui du coup bossaient et pour qui c'était difficile de s'imaginer tout mettre en commun avec des gens qui n'avaient jamais géré une boîte. D'autres, justement, là, il y a une société, on est trois, qui voulaient plus de partage collectif, de lissage sur la question du temps et de l'argent. Enfin, du coup, c'était une façon de concilier et écrit depuis le début dans la charte que c'est plutôt un état transitoire vers une plus grande mise en commun. État transitoire qui dure, mais qu'on discute régulièrement. Donc ça, c'est vraiment les dessous. Hein. Ça apparaît nulle part, en fait. Ces sociétés n'apparaissent nulle part, hein, seulement sur société.com. Oui, parce que chacune de ces filiales, entre guillemets, qui n'en sont pas, ne travaille pas directement. C'est pour d'autres clients. On n'a pas d'existence, on va dire, de communication. C'est des choses qui sont purement comptables, voilà, et qui nous facilitent juste dans cette gestion-là. Voilà, donc ce qui est important pour nous, c'est que voilà, c'est Commune qui porte tout, qui est la communication, les moyens, l'agence, le contexte de production, le contexte d'échange qui nous importe. Voilà un état à peu près actuel de la pratique de Commune, donc les 36 derniers projets. Ce qui nous intéresse dans notre structure, c'est, on va dire, sa dimension. D'être 7 associés, ça permet d'avoir, on va dire, une échelle qui permet de travailler ensemble de manière assez simple. Hein. On n'est pas trop nombreux, on est une taille raisonnable. Et en même temps, c'est une échelle qui permet de toucher à beaucoup de choses. On se rend compte, parce que certaines d'entre nous ont travaillé à leur compte avant de s'associer à Commune, qu'une échelle un petit peu moindre permet de toucher à moins de choses parce que vous savez que pour accéder à tout type de commande, il faut des références. Enfin, pour la plupart des commandes, en tout cas, il faut un certain nombre de références de chaque type. Pour faire du logement, il faut avoir fait 3 logements. Pour faire de la réhab de logement, il faut avoir fait de la réhab de logement, etc. Et nous, ça nous permet d'avoir une quantité de production qui permet aujourd'hui de faire du logement, demain de faire un équipement et après-demain de faire de l'urbanisme. Parce que c'est globalement nos activités principales, hein, donc un certain nombre d'activités sur de l'urbain, conseil aux collectivités, beaucoup dans les ruralités au début, et puis dans des centres un peu plus urbains parfois. Du logement, exclusivement quasiment de logement social, avec des acteurs de logement social. Et on a travaillé avec des particuliers au début, un petit peu moins aujourd'hui, même si ça a toujours lieu dans quelques cas. Et puis des équipements sur lesquels on commence à avoir quelques références, que ce soit en neuf ou en réhabilitation. Donc voilà, même si les compétences, c'est peut-être des compétences qu'on n'avait pas tout à fait, qu'on n'avait pas tous au début de Commune, d'avoir des associés qui portent un certain nombre de compétences, d'envie, ça permet de s'y raccrocher en utilisant ces références qui ont été produites et du coup en partageant sur des savoir-faire, parce que c'est un peu notre manière de travailler. Aujourd'hui, c'était pour raconter un petit peu cette question
du montage. Aujourd'hui, nous, notre manière de travailler, elle est complètement... elle profite, on va dire, de systèmes de travail où on est tous un petit peu disponibles pour faire des projets. Donc, chaque projet, nous, notre règle, c'est qu'ils se font systématiquement à deux. On porte très rarement des projets tout seuls et rarement au-dessus de deux parce qu'on se rend compte que c'est plutôt une perte d'énergie. Donc, la bonne échelle, elle est pour nous, en tout cas, sur les échelles de projets qu'on a pour le moment, c'est souvent deux parce qu'elle permet de résoudre certains sujets bien plus rapidement, d'avoir un remplacement si on n'est pas là. Enfin, c'est une facilité de travail qui est vraiment aisée et qui permet beaucoup de discussions. Et vous voyez, là, c'est les projets en ce moment, on se plaît à changer systématiquement de compagnons de projet. Quasiment sur chaque projet, on va aller chercher un nouvel ami pour multiplier le nombre de collaborations, continuer à apprendre des choses au quotidien. Et c'est vrai qu'après 6 ans, on commence à avoir travaillé un peu avec tout le monde, on a des affinités sur certains sujets avec certains, mais c'est toujours un certain nombre de découvertes. Et du coup, c'est vrai que peut-être par rapport à certaines agences, on va un petit peu moins chercher à l'extérieur des collaborations, parce qu'on a beaucoup de choses qu'on a envie de découvrir en interne aussi. Oui, bon, ça c'était juste une image un peu illustrative parce que en fait, la question du collectif s'entretient. Tout du moins, on essaye de l'entretenir. C'est pas toujours facile dans les quotidiens, mais en fait, on essaye de multiplier modestement voyages d'études, occasions de rencontres. Donc, ça c'est l'occasion d'un voyage chez Simon Tessou, là chez Loïc Parmentier, l'atelier de Montrottier dans les Monts du Lyonnais. C'est un petit voyage d'études à Milan. Là, c'est à l'occasion des travaux du premier local qu'on occupait, et là des travaux du second, donc tout fraîchement livré. On essaye de faire, de pas oublier que la question collective fonctionne quand on l'entretient avec autre chose que juste du travail en binôme et des discussions sur un prévisionnel, vulgairement. Voilà, ça c'est les photos de notre local tel qu'on l'habite aujourd'hui. Depuis très peu de temps, c'est raconter ce cadre de travail qu'on s'est constitué parce qu'il nous intéressait, et peut-être ici une tentative qu'on a mise en place d'affichage pour pouvoir partager tant que possible la manière dont on travaille, parce qu'on sait qu'à 7, les échanges ils sont pas toujours favorisés. Donc on a mis en place un certain nombre de dispositifs, donc qui sont ces visites, qui sont ces voyages d'agence de temps en temps, qui sont ces échanges avec d'autres agences qui nous intéressent. Et puis en interne également, c'est important de discuter parce qu'il y a beaucoup de projets qui sortent, même des petits de toutes échelles, et que ça permet de partager et de continuer à discuter des projets qui sont conçus à l'agence, par l'agence, et qui, d'une certaine manière, sont ceux de l'agence. On va aborder du coup le premier thème qui va parler peut-être un peu plus de la manifestation de tout ça en éléments bâtis. Donc on a intitulé Physique de la matière. Alors on va voir, on joue un peu sur le sens des mots pendant cette conférence, un certain amour pour la polysémie. Du coup, ce thème-là, physique de la matière, pour nous regroupe 3 choses qui nous intéressent conjointement. Derrière la question physique, il y a ce qui se trame dans la matière, comment elle réagit, ses propriétés intrinsèques, si on veut. Et ensuite, il y a la question évidemment sensible et perçue, l'aspect physique de la matière. Et enfin, l'effort, la constitution, l'état de santé de la mobilisation de cette matière. Ils sont en fait 3 thèmes qui nous intéressent de façon relativement égalitaire quand on conçoit et qu'on pense un projet. Et en fait, du coup, on pourrait résumer du coup ce premier questionnement autour de ça. En fait, en tant que concepteur, on se pose la question de notre capacité d'agir en fait sur le confort général, que ce soit le confort thermique, mais aussi le confort des gens qui peinent sur les chantiers, parce que en fait, on pourrait dire qu'un bâtiment c'est une somme énorme de labeur, là pour dévier une citation de Carlo Cattaneo, mais et comment, en tant que prescripteur-concepteur, on est à même, plus ou moins bien, plus ou moins brillamment et plus ou moins efficiemment, de jouer et d'infléchir justement par les systèmes constructifs ces questions-là. Du coup, on va vous présenter plutôt... tiens, un lien qui a sauté. Deux projets qui ont un point commun, c'est de s'intéresser, enfin de mettre en œuvre un matériau qui nous intéresse, qui est le béton de chanvre.
un matériau qui nous intéresse depuis quelques années déjà et qu'on essaye de mobiliser au gré de pas mal de projets. Je sais pas, tout le monde voit à peu près ce que c'est. En gros, c'est un mélange d'un liant qui est souvent de la chaux, qu'on espère être souvent de la chaux, peut être de la terre, c'est encore mieux, et de la chènevotte, qui est le corps creux de la tige du chanvre, quoi. Et donc, ça fabrique un matériau qui est isolant, non porteur, mais qui, qui peut s'utiliser dans des très grandes épaisseurs pour faire un mur isolant complet, quoi. Il y a plein d'autres utilisations. Donc là, c'est un premier projet qui est l'extension la petite extension d'une grande école maternelle à Villeurbanne. Projet qui du coup, alors on vous rappelle un peu à chaque fois le contexte d'obtention de la commande, ça nous semble assez éclairant. En l'occurrence, on avait répondu de façon non fructueuse à 2 appels d'offres pour la ville de Villeurbanne pour des petits équipements. On avait fini 2e sur les 2. Suite à ça, on était quand même sacrément frustrés. Du coup, on a trouvé moyen de prendre rendez-vous avec la chargée de la construction, qui nous a reçus très gentiment et qui nous a dit qu'elle avait adoré les propositions méthodologiques qu'on a faites, mais que oui, on n'avait pas les références qu'il fallait, tout ça. Du coup, là, c'est un tout petit marché, ça fait 400 000 euros, quoi, en gros. Du coup, il y a une mise en concurrence sur 3 devis, donc c'est plus facile de faire passer quelqu'un avec qui on a envie d'essayer de travailler. En fait, pas mal de commandes se sont faites un peu comme ça au début. Je pense que c'est assez important d'aller insister. Et l'humain est important dans tout ça. Donc voilà, donc c'est une toute petite extension d'école. Donc là, il y a un morceau du grand groupe scolaire. Donc les bâtiments en équerre sont des écoles maternelles. Et en fait, le projet, c'est ça, quoi. C'est vraiment un peu la cabane au fond du jardin du groupe scolaire qui, derrière, a des bâtiments élémentaires. Enfin, truc un peu typique années 50-60. On a fait pas mal dans la région. En plan, le programme, pareil, modique, une tisanerie, une salle de classe, une salle de repos, un sanitaire, et une nécessité de se raccorder du coup à cette structure existante assez classique de cette époque-là, la distribution en façade, les salles de classe qui prennent de la lumière en second jour ici et en premier jour là, enfin une typologie plutôt généreuse. Il se trouve que le groupe scolaire venait d'être réhabilité thermiquement par des procédés plus conventionnels de type laine de roche et enduit plastique. Mais voilà. Et du coup, nous, notre intervention, on a choisi du coup de faire... la question, c'était un peu faire prototype. On a proposé à la méthode Storage de s'embarquer dans une aventure à plus 40% de leur budget dès la phase esquisse, en se disant pourquoi on n'essaierait pas de faire un peu le prototype d'un système constructif qui serait sain pour tout le monde, les enfants, mais aussi un peu plus l'environnement. Et donc, on a proposé de réaliser ce tout petit bâtiment en mur ossature bois, remplissage béton de chanvre. Ce qu'il faut savoir, mais on en parlera plus tard, c'est que c'est un procédé qui était sous le coup de réglementation. Il n'y a pas d'ATEX, on parlera plus tard de tout ça, mais voilà, on s'inscrivait dans un cadre réglementaire existant, donc il n'y avait pas non plus une aventure, on n'a pas pris des risques immenses, à part la question budgétaire, parce que première commande publique, on annonce plus 40% à l'esquisse, on s'est dit, on tente. Et ça a embarqué tout le monde, parce que à l'échelle d'une ville comme Villeurbanne, en l'occurrence, il s'agit d'un différentiel de 100 000 euros, c'est pas ingérable, quoi. Une petite commune, on aurait fait ça, il aurait peut-être été un peu plus compliqué. Du coup, juste en coupe, en 2 mots, le projet s'organise autour de 2 pans de toiture qui se décalent, qui permettent de ventiler naturellement la salle de classe. En plus, on était un peu en Covid, et du coup les doubles flux avaient plus trop la cote, et la ventilation naturelle a été plutôt appréciée. Donc, on avait un peu quelques avantages pour nous, et puis la tisanerie qui fait office de joint creux entre l'existant et le neuf. Si on regarde un peu les photographies, alors c'est pas facile à prendre en photo, il n'y a pas de recul, mais du coup ça va commencer à raconter quelques thèmes qu'on va aborder, c'est-à-dire que cette matière qu'on aime bien, ce béton de chanvre, il est enduit. Et, il est toujours revêtu, quoi. Donc, exit les brutalistes et autres amoureux d'un béton brut de décoffrage. Ces techniques-là ne le permettent pas, mais c'est pas grave. Du coup, et on voit assez mal sur la photo. Je suis un peu déçu, mais il y a quand même quelques tasseaux de bois qui sont insérés pour rappeler quelque chose. Bref, voilà. Mais c'est un projet assez simple, un soubassement béton pour mettre le bâtiment au sec et par-dessus du mur ossature bois béton de chambre. Si on regarde un peu dans le mur, parce que c'est vrai que là, avec ce thème-là, on suit un peu un petit adage qu'on a à l'agence, mais que je crois les gens ne comprennent pas forcément dans notre profession, c'est qu'on s'intéresse autant à ce qu'il y a dans le mur qu'à l'aspect fini du mur, alors que c'est vrai que le monde aime bien nous cantonner à des designers façades, souvent. Je caricature un peu, mais pas tant. Donc ce mur-là, voilà, c'est 40 cm d'épais de béton de chanvre, dont une trentaine, 32 sont préfa en atelier. Et après, sont projetés sur site les 8 derniers, un enduit, et puis ces tasseaux dont je vous parlais, qui en fait reviennent dessiner une mode des natures,
mais qu'on a peint en blanc et qui en fait n'ont aucun rôle structurel. Ils sont juste là, et là on va lier aussi des thèmes qui nous sont chers, mais qui sont malgré tout là pour raconter un peu de ce qu'il y a derrière, de façon un peu filigrane. Ils disent que le bâtiment, malgré tout, il y a du bois qui se cache derrière. Ça nous plaît bien. En fait, ils ne sont pas du tout nécessaires. Du coup, si on regarde un peu là-dessus, disons que cette expérience en mur ossature bois préfabriqué, elle fait suite à un premier chantier qu'on avait fait pour des particuliers où c'était une extension en ossature bois projetée sur place. En fait, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir à quoi ressemble une projeteuse, mais ça fait du bruit, c'est lourd. Puis pour projeter 40 cm d'épais, on y passe pas mal de temps. Je sais pas, ça va être 9 mètres cubes jour. Donc, l'échelle d'un bâtiment comme ça, c'est beaucoup de temps avec une lance qui fait du bruit dans les mains. Donc on a orienté le projet autour d'un système préfabriqué. Ça correspondait en plus pas mal avec l'exigence de construire un bâtiment dans la cour des maternelles qui étaient là pendant la construction, un peu à distance certes, mais quand même là, et le fait qu'il fallait livrer en très peu de mois. Donc là, on voit un peu les différentes étapes de la préfabrication, donc entre la construction de la structure à proprement parler, son remplissage, le séchage en atelier, la livraison et le montage, quoi. Et on voit les joints de panneaux qui du coup sont traités a posteriori en projection pour le coup. Du coup, après, il y a, en fait, ce qui nous intéresse aussi là-dedans, on parlait pénibilité, on va peut-être revenir un peu en arrière, c'est que c'est un bâtiment qui est en fait 90% une œuvre de charpentier, quoi. En gros, c'est le charpentier même qui a fini par faire les enduits. Du coup, il a hérité de 3 lots. En fait, il faisait ça le week-end, mais puis il a fait des très beaux enduits. On a réussi à le convaincre d'aller faire ça. Et c'est une espèce malgré tout, de système constructif qui met en avant une multitude de savoir-faire au sein d'une entreprise, parce que voilà, et qui en fait a le mérite pour nous d'être capable de s'inscrire dans un tissu local avec des artisans de petite taille, rien n'est sous-traité, une espèce franchement, on en est assez satisfait de comment s'est passé. Le chantier était genre un délice. Alors qu'en plus, on était au PC, mais ça s'est vraiment hyper bien passé. C'était un peu un rêve. Et après, pour la petite... toujours ce lien à la question physique, on a aménagé ce qui se fait souvent en éco-construction, ce qu'on appelle une fenêtre de vérité. C'est-à-dire que dans la salle de classe, il y a un petit trou dans l'enduit qui laisse apparaître que le bâtiment en fait, a l'air assez fragile, ce qu'on ne devine pas. Et puis après, pareil, aussi une chose qu'on essaie de mettre en place de façon récurrente, c'est des visites de chantier avec des partenaires, des maîtres d'ouvrage, plein de... Voilà, qui veut en gros. Donc là, c'est à l'occasion d'une visite de chantier qui avait pour but aussi d'expliciter ça, de diffuser ce qu'on fait. Enfin, toujours pareil, on peut parler de ça, mais on n'est jamais rémunéré pour ces choses-là, mais on trouve quand même important d'essayer de partager modestement, c'est pas non plus des folies. Et donc ça nous fait transiter vers le deuxième qui est là un peu plus gros. Donc dans le quartier de l'Autre-Soie, je ne sais pas si vous voyez, c'est à Villeurbanne, un peu aux confins de Villeurbanne, enfin vers Carré-de-Soie. C'est un nouveau quartier donc, qui est ici, qui regroupe 5 opérations, dont une de Stéphanois, l'agence Hamas, assez exemplaire pour EMH, bref. C'est un quartier qui est porté par un GIE, donc un groupement d'intérêt économique formé d'un groupement d'acteurs sociaux, donc des bailleurs, des promoteurs sociaux, enfin bref, qui porte en gros en tant qu'aménageur le développement de ce quartier. Pareil, une espèce de contexte quand même assez chouette. On est associé à une agence qui s'appelle BFV, Bocabé et Faciovio, qui est une agence parisienne. En fait, c'est l'ancien patron, Jean Bocabé est un ancien patron d'une associée. Et là, on s'est dit, d'ailleurs, c'est lui qui nous a appelé pour nous dire il y a un truc qui est paru. Donc, on s'est associé avec lui. Et en fait, là, on peut que le remercier, mais assez vite, c'était pour du parrainage, quoi, si on veut. Il nous a aidé à faire la candidature et après, il nous a laissé gérer l'ensemble. Et c'était hyper chic de sa part. Ça, c'est pareil. Quand on monte une agence, on parlait référence, mais c'est le truc un peu difficile quand même. C'est qu'en effet, pour avoir accès à ça, il faut en avoir fait 3, quoi. Sinon, c'est mort. Donc, le programme, si on revient aux faits, c'est 92 logements en résidence sociale et pension de famille. Pareil, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. C'est des petites typologies, T1, T1 prime, T1 bis, à destination des plus précaires. Le maître d'ouvrage, c'est la Fondation Aralis, donc c'est un peu type habitat humanisme, des gens qui font un peu dans l'hyper social. Et là, du coup, c'est poser la question de se dire, bon, plus grosse échelle, on va peut-être pas pouvoir faire plus 40% du budget en proposant un truc d'anarchiste. Du coup, comment on fait pour malgré tout tenir les mêmes ambitions sur la question constructive dans un programme plus ordinaire, avec un budget plus ordinaire, en fait.
Donc je vous montre le projet en 2 secondes, enfin le projet, la morphogénèse du projet. Donc c'est 2 volumes qui répartissent les 2 programmes, résidence sociale, pension de famille, partagent un socle sous lequel s'ouvre un grand porche qui en fait permet de faire un espace commun parce que les 2 programmes sont très indépendants sinon. Ces 2 bâtiments sont reliés par ensuite 3-4 passerelles métalliques qui permettent, économie, de partager un seul ascenseur pour 92 logements. Mais en fait, c'est plus une économie en coût d'entretien qu'à T0. T0, ça coûte 40 000 balles un ascenseur, mais par contre, en coût d'entretien, derrière, c'est un peu de charge. Donc après, les façades sont très simples. En fait, c'est l'affiche de la conf, on verra après. On a essayé 2 choses. Alors en fait, comme quoi, c'était peut-être un peu risqué aussi. Donc on a essayé de le faire en béton de chanvre. Enfin, il est en béton de chanvre. Tous les logements du gros cube sont ventilés naturellement par un conduit dédié. En fait, tout ça, ça fait suite à une réflexion qu'on s'est posée, c'est-à-dire qu'on va faire du logement mono-orienté dans tout ce bâtiment-là. Les autres sont sur coursive, on verra. Et du coup, comment on fait du logement mono-orienté qui ne soit pas un enfer l'été? Parce qu'on a affaire à un public qui ne part pas en vacances, qui vit toute l'année et qui, du coup, en plus, peut être soit au sud, soit à l'est, soit à l'ouest, soit au nord. Et ça, c'est... Donc, du coup, on s'est dit ventilation naturelle pour surventiler la nuit en nocturne, enfin, surventiler la nuit en été. Et façade en béton de chanvre, on mettait un peu plus de chance de notre côté. Je ne vous détaille pas le physique de la matière du béton de chanvre, mais il y a d'assez bons documents qui explicitent en quoi est-ce que c'est quelque chose qui contribue à réguler l'hygrométrie ambiante. Il y a un déphasage hyper bien. Enfin, on est au-delà de la seule résistance thermique de la matière, quoi. Il commence à y avoir un peu de littérature dessus. Je vous invite à la regarder. Donc là, si on fait la coupe sur le porche, ça donne ça. Donc c'est un bâtiment assez sobre. Encore une fois, on retrouve ces mêmes questions d'enduit avec une petite coquetterie qui est la petite corniche. En plan, bon, c'est pas le sujet de la conférence, mais on aime bien les plans quand même. Donc il y a la pension de famille qui est sur coursive et la résidence sociale qui s'organise autour d'un grand escalier central. On aime bien les carrés tournants aussi. Bref. Et donc ça donnait ça, maintenant c'est un peu avancé. Donc là on voit tout le système constructif qui est en fait en poteau-béton, dalle-béton, hein, malgré tout il y en a. Et après, des murs remplis, enfin des remplissages en béton de chanvre qui après sont replaqués. Là, il y a des planelles en chanvre qui viennent partout replaquer, réhabiller l'ensemble des nez de dalle et des nez de poteau, quoi. Donc c'est un bâtiment voilà, en coupe, on pourrait s'attarder un peu, mais je crois qu'on est en train de cramer tout le temps. Bon, après, on vous donnera le support si jamais. Voilà. Vous pouvez vous attarder sur le détail qui n'est pas mirobolant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça, malgré tout, était sujet d'une ATEX. Donc ça, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en gros, quand une technique n'est pas du tout encadrée ni par ce qu'on appelle des règles professionnelles ou ni par des DTU, documents techniques unifiés, il faut prouver que ça marche. Ça coûte cher, c'est long et surtout, ça peut ne pas marcher. Donc c'est un risque qui est porté par tout le monde, la maîtrise d'ouvrage aussi, parce que si ça ne marche pas, le chantier prend du retard, tout le monde a dépensé de l'argent et du temps pour rien. Et en fait, c'est là où, si on fait une petite parenthèse sur la question de l'écosystème dans lequel on travaille, on l'oublie souvent, mais il n'y a pas de bon projet, je pense, sans bon maître d'ouvrage. Parce qu'en fait, il y a des relations de confiance qui sont absolument nécessaires pour faire avancer ces questions constructives. La maîtrise d'ouvrage, j'aurais très bien pu dire non, mais attendez, un bâtiment sous ATEX, moi, c'est hors de question. C'est 50 000 € et X mois, c'est pas possible. Mais non, ça a marché, peut-être qu'on est convaincant, je ne sais pas. Et donc là, on voit la mise en œuvre qui est très différente de la précédente. C'est du bloc qui est du coup, par contre, issu d'un process industriel. Hein. C'est une usine qui est en Belgique, qui s'appelle Isohemp, pour ne pas leur faire de pub, mais de toute façon, c'est pas très dur, il y a 2 fabricants. C'est du bloc amaçonné tout près, qui du coup se découpe à la scie à ruban assez facilement, ce qui permet de faire des ébrasures de fenêtres biaises, de resculpter quelques trucs, quoi. Et qui est posé après par des compagnons sur le chantier. Donc c'est plutôt des choses assez légères à mettre en œuvre. Et du coup, ça nous ça nous renvoie en fait 2 questions, ces choses-là, et notamment suite à ce chantier et suite à ce que je vous disais sur le premier, c'est la question des savoir-faire. En fait, que ce soit la petite maçonnerie, voilà, la petite maçonnerie, donc des éléments de remplissage non porteurs posés les uns à côté des autres, ou les enduits. On est un peu dans une crise de savoir-faire, quoi. C'est vraiment très très difficile de trouver des compagnons qui répondent à ce genre de marché et qui savent poser proprement de la petite maçonnerie. Et quelqu'un qui sait faire un enduit qui n'est pas un produit sorti d'un sac et projeté
En l'occurrence, c'est un produit sorti d'un sac et projeté. C'est vraiment difficile de faire autrement. Et du coup, c'est vrai que ces techniques qui pourraient passer pour alternatives, ou tout du moins qui sont un peu jeunes, requestionnent toute une chaîne de savoir-faire en fait, qui s'est complètement étiolée, quoi. Alors, il y a d'autres savoir-faire qui sont développés en parallèle. Hein. Il n'y a pas de passéisme hein, sur ces questions-là. Voilà. Ceci clôt le chapitre. Oui. Donc on a un deuxième questionnement qu'on a nommé « Faire avec », qui nous plaît aussi parce que signifie beaucoup de choses, à la fois se contenter d'eux, on va faire avec, accepter un contexte qui n'est pas forcément toujours agréable, ni beau. Il y a aussi faire avec, c'est-à-dire faire au mieux avec les contraintes en présence, essayer de les sublimer. Et puis il y a la question de la collaboration, c'est-à-dire se dire que ces projets, voilà, c'est des œuvres collaboratives, notamment avec les bureaux d'études, on va le voir après. Donc ce questionnement, il est globalement sur les questions des héritages. On va tous, vous allez être tous et nous, on va tous être contraints ou le faire avec plaisir, mais travailler sur des existants. Mais ces existants, bien sûr, ils sont plus ou moins beaux, ils sont plus ou moins souhaités. Vous avez peut-être entendu parler de communs négatifs, c'est-à-dire ces héritages avec lesquels il faut faire, qui sont souvent peut-être, qui peuvent être pollués, qui peuvent être des structures non adaptées, on va dire, à l'habitat, et avec lesquelles on doit, à l'habitat ou à d'autres usages, et avec lesquels il faut faire. Mais qui sont en tout cas pour la plupart des patrimoines assez ordinaires et sur lesquels il est intéressant de se pencher parce qu'ils constituent une matière pour intervenir de manière la plus délicate possible. Et si on ne la laisse pas aux architectes, ces interventions-là, elles vont être malheureuses, elles vont être peu adaptées à ces existants qui ont pour beaucoup bien plus de qualité que la manière dont on produit aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aussi en travaillant sur l'existant, c'est que ça questionne assez fortement la manière dont on produit du neuf, dans sa capacité à évoluer, à être transformé, c'est-à-dire qu'en intervenant sur un existant, on se rend bien compte de ce qui marche, c'est-à-dire les éléments qui sont de l'ordre du permanent et les éléments qui vont être de l'ordre du temporaire, qu'on va pouvoir changer tous les 30, 40 ans, qui sont des éléments un petit peu plus jetables. Donc ça nous permet aussi de réfléchir à la manière de concevoir du projet neuf. Le premier projet, donc, je vais vous présenter 3 projets d'intervention sur des existants assez différents dans leur modalité. Le premier avec un bailleur social qui s'appelle Habitat Humanisme Rhône, qui nous a fait confiance pour ce premier projet qu'on faisait. Premier projet, alors je crois que c'était à 350 000 euros le budget de travaux, donc 540 à la fin, ouais, un petit dépassement. Oui, pas les honoraires d'architecte, ouais, pas de revalorisation. Mais donc sur un ouvrage vraiment minime, 350 000 euros, c'est dur de faire vivre une agence avec ça, vous le savez peut-être. En tout cas, on a commencé sur ce projet. Tu peux passer sur un bâtiment très ordinaire de Faubourg, mais qui nous intéressait pour plusieurs raisons. Déjà pour sa construction, qui était saine et sans trop de pathologie, et puis sa situation entre une rue pas très passante et à l'arrière un jardin plutôt végétal de qualité. Le sujet que je n'ai pas abordé s'appelle « Ne rien jeter ». Autant dire que le budget, quand on sait qu'on a 300 000 euros pour faire 9 logements, il faut intervenir le moins possible. C'est ce que propose le projet. Vous avez, alors peut-être que vous êtes habitué à ça, ce code couleur noir, jaune, rouge, avec en noir l'existant conservé, en jaune les démolitions et en rouge les éléments de projet. Alors ça a l'air très rouge, le plan du haut, parce qu'il y a tout mobilier dedans, mais le projet était totalement minimal dans le sens où on a choisi et on a subi le fait de ne rien déposer. Ce qui nous allait bien pour plusieurs raisons, parce que ce bâtiment, si on le regarde bien, il est bien construit, il a une épaisseur qui est plutôt satisfaisante, il a des sols qui sont pour certains plutôt qualitatifs, des hauteurs sous plafond qu'on n'a pas dans le neuf.
et chose qui nous plaisait plutôt, un plan sans couloir, chose qu'on ne pourrait plus dessiner non plus aujourd'hui, enfin qui nous satisfaisait en tant que maniaque de la typologie, et qu'on ne pourrait pas dessiner aujourd'hui parce qu'une maîtrise d'ouvrage dirait non, mais il faut pouvoir passer dans un coin nuit avant de rentrer dans sa chambre. Et du coup, on était presque contraint, mais heureusement contraint, à produire ce plan sans couloir et à le développer par pure économie de moyens. Pour ce faire, il faut être malgré tout assez attentif à ce qu'on peut conserver, à déposer le moins de portes possible, de récupérer tous les matériaux qui sont en présence pour être dans une économie la plus limitée possible, donc tout ce qui est appareil sanitaire, ce qui est porte, en refaisant les cadres pour certaines, dès qu'on les déplace et qu'on change les cloisons, donc on modifie les qualités acoustiques. C'est un projet assez simple. On a malgré tout pu refaire le clos couvert, notamment avec des enduits qui soulignent à la fois la typologie de deux bâtiments joints, enfin en tout cas mitoyens, et puis d'un socle qui rassemble le projet. On n'a pas choisi les couleurs, hein. C'est la mairie qui nous a imposé de refaire exactement les mêmes. On a juste mis du rose à la place, parce qu'on a fait croire que c'était rose au début, mais non. Le socle jaune, c'était une demande de la mairie. Oui. Donc sur les intérieurs, on voit le projet avec conservation des séquences d'espace. Vous voyez ce plan à carré, sans couloir, et puis une intervention un peu minimale sur des cuisines, malgré tout dessinées. Hein, c'est quand même mieux. Et conçu avec le menuisier. Second projet, très différent, avec l'argent un peu minimum aussi. Pour le même client, Habitat Humanisme Rhône, hein, qui est un bailleur social, je ne l'ai pas dit, pour une pension de famille. Donc une pension de famille, c'est le même programme que l'autre soit, c'est des appartements qui sont des T1 ou des T1+, en gros, qui sont pour des personnes très précaires, pour certaines qui sortent de la rue. Et du coup, ce programme, il prenait place dans un hôtel, dans un ancien hôtel, qui est ce bâtiment-là, qui est en bord de départemental, mais qui est aussi avec une vue exceptionnelle sur le Rhône, une très belle vue. Donc un lieu plutôt intéressant, on va dire, pour travailler. Les intérieurs, en revanche, ont des qualités toutes relatives, on va dire, puisqu'il a été construit dans les années 60 et que la seule chose qui nous semblait encore d'intérêt, c'était peut-être cet escalier qui était en pierre, hein, habillé en pierre, et puis oui, avec un habillage, pas vraiment en pierre, et des carrelages qui pouvaient être un sol toujours plus qualitatif que ce qu'on pourrait produire. Le projet, il nous paraissait évident, c'était d'ouvrir toutes les chambres tant que possible vers donc là, le haut de l'écran, qui est l'ouest, qui est la vue sur Rhône. Pour donner des qualités semblables à tous les logements, c'est important qu'on ait dans ces petites typologies, et parce que c'est une vue incroyable, et puis une lumière qui est la plus belle. Ce faisant, on éclaire la circulation. Voilà, on a une situation qui est plutôt qualitative. Donc c'est dit, c'est évident, c'est ça qu'il faut faire. Ça va être des logements de qualité, ce qui sont effectivement. Mais vous voyez, même code que tout à l'heure, noir, jaune, rouge. Noir, c'est l'existant. Donc vous voyez cette typologie de petites chambres d'hôtel qui sont très bien, mais qui ne sont pas du tout à la taille d'une chambre contemporaine. Enfin, elles font 10 mètres carrés, il en faut une vingtaine. Donc ça ne fonctionne pas. Et on se rend compte que pour pouvoir faire projet, et puis un couloir qui est trop fin, qui ne correspond pas, il faut un ascenseur, toutes ces choses-là qui sont nécessaires, on va dire, aux usages. Et on se rend compte qu'il y a énormément de jaune par rapport au projet précédent. Et ce projet, du coup, dans ce lieu, particulièrement, un projet de pension de famille sort plus cher que du neuf. Donc, ce qu'on voit ici sur les photos, c'est que, à cause, en fait, si on déshabille tout ça, c'est aussi pour des questions purement acoustiques. Hein, c'est-à-dire que dès lors qu'on est d'une chambre à l'autre ou d'une chambre vers une circulation, les cloisons telles qu'elles existent, les cloisons des années 60, elles sont plus du tout opérantes. Et ce projet est plutôt onéreux pour des finitions assez simples. Donc, ce qu'on a proposé, c'est de conserver la seule chose qu'on peut conserver dans ce bâtiment, qui sont les sols. Et vous voyez ici
les traces des anciennes pièces, donc tous ces carrelages qui sont pas exceptionnels, hein, mais qui sont des carrelages des années 50, plutôt bien construits, qui tenaient bien au sol, et qu'on a choisi de conserver comme trace de l'ancien, comme marque de l'ancien, et qu'on venait combler par un carrelage voilà, un petit peu différent pour venir faire toutes les réparations nécessaires. C'était une très bonne idée, mais on s'est fait embarrer ce projet-là, puisque en fait, chose dont on ne se rendait pas forcément très compte, mais ça nous va bien, nous, en tant que concepteurs pour nos logements, on pourrait imaginer ça assez facilement. En revanche, les gens qui sortent de la rue se sentent un petit peu humiliés par ce genre de dispositif. En tout cas, c'est vraiment les postures des réemplois pour les gens qui sont plutôt précaires, sont des situations voilà, qui sont plutôt inacceptables et que la maîtrise d'ouvrage n'a pas du tout voulu porter. Oui, on nous a dit gentiment, et ça nous a beaucoup fait cogiter, c'est qu'entre l'idée et même les qualités d'un réemploi, c'est de se dire qu'en fait, on ne peut pas offrir quelque chose qui a l'air d'être de seconde main à quelqu'un qui est dans une situation comme ça. Et en fait, c'est hyper juste, et on s'est dit, merde, on est vraiment nul en fait. C'est là où c'est bien aussi les relations avec la maîtrise d'ouvrage pour aider à descendre un peu des pensées premières. Oui, mais enfin, le projet se fait, mais pas comme ça. Dernier projet à Lyon sur le campus de la Doua. Nous avons intitulé le sujet « Que faire d'héritage des 30 Glorieuses ?» C'est un sujet voilà, qui est semblable à celui d'avant, c'est-à-dire que c'est un héritage qui est compliqué, mal isolé, qui est produit en fait, qui a été produit dans un contexte très différent et qui aujourd'hui produit des formes obsolètes vraiment complexes. En revanche, voilà. Donc ce bâtiment là, c'est le bâtiment du déambulatoire, qui est un bâtiment avec 5 amphithéâtres à la Doua, qui est ce bâtiment à gauche, un bâtiment qu'on voit qui a l'air ou qui est, enfin je sais pas, vous ferez votre avis, sans qualité, complètement dénaturé. C'est ça un petit peu le problème par un certain nombre d'interventions qui se sont faites les 50 dernières années. Parce qu'en bas à droite, on a l'image du bâtiment livré, qui vient d'être livré, donc un bâtiment de Perrin Fayol, peut-être qu'un architecte que vous connaissez, mais un architecte des 30 Glorieuses, moderne, plutôt reconnu. Et dans cette œuvre-là, une œuvre un peu plastique, de grand volume blanc, plutôt sculpturale, qui a toutes ses qualités. Néanmoins, ce qu'on aperçoit là sur le bâtiment, c'est qu'il a été dénaturé par des ajouts d'escaliers de secours, là, au premier plan, au-dessus des grilles pour éviter que les gens y montent sur le toit, de la signalétique un peu collée là, en plastoc, des lampadaires pour éclairer le cheminement, et puis, dernière intervention, il n'y a pas plus de 5 ans, pour venir ventiler les amphithéâtres, donc des grands éléments sous la coursive. Donc tous ces éléments, ils dénaturent extrêmement fortement un patrimoine qui est, il faut bien avoir conscience, mal aimé. Et petit à petit, en intervenant, en rajoutant une couche, il est de moins en moins aimé et du coup, il accepte toutes les altérations futures. Si on a pu mettre ces conduits de ventilation-là, c'est parce qu'il y avait déjà l'ascenseur, enfin il y avait déjà l'escalier, il y avait déjà tous les trucs. Et du coup, on s'en moque. L'intervention... beaucoup plus complexe à faire en vrai que dans l'idée, c'était de supprimer toutes ces altérations postérieures pour revenir à un état originel. Donc l'exercice, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais c'était une réhabilitation de ce bâtiment-là, notamment réhabilitation thermique pour qu'il consomme moins, hein, et réaménagement des espaces de rez-de-chaussée. Donc l'enjeu, voilà, c'était de débarrasser le bâtiment de tous ces ajouts qui sont extrêmement pénalisants pour cette architecture-là et de lui redonner du coup le caractère un petit peu d'origine, en tout cas dans ses qualités plastiques, hein, dans ses qualités sculpturales. La deuxième chose et la manière d'aboutir à ce projet, c'est un projet de thermique un petit peu alternatif, puisque la commande c'est de faire une ITE et d'essayer de la faire la moins disgracieuse possible. On se rend bien compte qu'en faisant une ITE, on va dénaturer assez fortement aussi le volume. Oui, pardon, ITE, c'est isolation thermique par l'extérieur, je pense que vous l'avez. Donc la posture, ça a été, je vais mettre très rapidement le plan pour que vous compreniez la situation. Donc c'est le grand volume avec les 5 amphithéâtres et à l'ouest du projet, il y a une coursive d'accès à tous ces amphithéâtres. Je reviens à la coupe. La coursive, c'est celle qu'on voit qui est suspendue, qui est portée par ces grands poteaux sculpturaux
Et la proposition, ça a été de rendre cette coursive comme un élément tampon, donc non chauffé, et du coup de ne pas isoler la façade extérieure, mais d'isoler entre la coursive, donc ce qu'on appelle la coursive, mais qui est une sorte de couloir aujourd'hui, et les amphithéâtres. Le constat, il est simple, c'est que c'est tout un volume qui est aujourd'hui chauffé à 20 degrés, alors que les étudiants n'y restent pas, c'est-à-dire qu'ils passent juste là pour entrer dans l'amphithéâtre, et en plus ils sont encore habillés, c'est-à-dire l'hiver ils ont leur veste, et c'est un espace qui n'a pas besoin en tant que tel d'être chauffé. Donc un enjeu vraiment d'économie de ressources à chauffer l'espace, on adjoint un critère qui est vraiment de l'ordre de l'architecture, qui permet de conserver la finesse, parce que c'est ça qui fait vraiment la qualité des dispositifs des années 60, la finesse de la façade existante. Donc tout ça, ça marche très bien en concours, et ça fait quelques mois qu'on travaille beaucoup, énormément, pour venir résoudre, on va dire, tous ces sujets d'évacuation, parce que dès lors qu'on enlève un escalier de secours, eh ben, il faut le mettre autre part. Donc on le résout, hein, on a tout résolu au concours, mais il faut le résoudre de manière vraiment technique à la fin, donc en créant des nouvelles ouvertures en pied d'escalier, en venant isoler les intérieurs sans que ça constitue des épaisseurs qui soient pas belles. Donc il y a beaucoup de travail, on va dire, pour que cette intervention-là, qui restitue un volume initial, elle soit qualitative et elle soit bonne, effectivement belle pour l'édifice. On va faire rapide parce qu'on a été un peu gourmand, mais c'est plus rapide que les autres parties. Peut-être qu'on grignotera un peu l'ouverture, non ? La conclusion pour laisser quand même de la place aux échanges. Un dernier thème qu'on abordera qu'avec un seul projet qu'on a intitulé « Se tenir ». Pareil, d'un point de vue du sens, ça renvoie à l'action de demeurer, de se tenir quelque part, mais aussi de s'accrocher ou de s'accrocher à quelque chose. Et le deuxième, quelque chose qui se tient, c'est quelque chose qui a lieu. Et là, pour parler de ça, en fait, on va parler d'un contexte de commande un peu particulier, qui est en fait un partenariat qu'on a mis de façon un peu tacite et aujourd'hui explicite avec la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, qui en fait nous aide à financer des études triennales sur des centres-bourgs. Enfin, c'est même l'unique commanditaire. En fait, le bourg ne paye rien. Tout est parti d'une volonté d'explorer d'autres outils réglementaires que les PLU pour penser le devenir des bourgs ruraux, quoi. Bon, bref, mais c'est un peu lointain maintenant. Et donc là, c'est le deuxième projet de bourg, donc le deuxième cycle triennal qui s'est achevé l'année dernière. Donc on a travaillé 3 ans sur ce village à un rythme très... Enfin, c'est de l'événementiel, quoi, si l'on veut. Et donc la question qui est en fait une question de fond, c'est entre dessiner ou pas dessiner, quoi, qui touche directement à notre pratique professionnelle, hein, genre à quel moment est-ce qu'on doit lâcher le crayon. En gros, pour la faire courte et pour parler de l'usage du dessin ici, c'est une petite méthode qu'on a commencé un peu à mettre en place au gré de différents projets. On est arrivé la première année sur le bourg et on a passé une semaine à dessiner l'ensemble du bourg étendu, c'est-à-dire incluant les lotissements de la deuxième moitié du XXe, au 500e, à la main, sur des calques, en résidence, quoi. Du coup, cette première année, en fait, elle a pour but de ce qu'on appelle tirer le portrait du bourg. Et en fait, c'est tant une manière de représenter et donc d'analyser par la représentation que de rencontrer en fait réellement les lieux et les gens qui y vivent. Et en fait, cette première année dédiée à la représentation, elle nous permet de mettre en commun ce qu'on a sous les yeux mais qu'on ne voit plus forcément. Et donc de faire parler, que les langues se délient, et nous, de nous acculturer au milieu, mais aussi en fait d'acculturer le milieu à soi-même. En ce sens que, en fait, c'est marrant, mais quand on produit un objet comme ça qui fait du coup 2,20 m par 1,50 m, c'est un grand machin, qui sent un peu la sueur et puis que les gens trouvent beau parce que c'est dessiné à la main. En fait, ça anoblit d'un même coup le lieu, quoi. Les gens se disent, pour qu'ils passent une semaine à dessiner le village, c'est que ça doit être un beau village. Voilà, enfin, et en ce sens, ça rentre, comment dire, on rentre dans une dynamique d'attention et de soin en fait aux choses. Quand déjà on donne l'effort, on met de l'effort à la représentation de quelque chose. Donc ça, c'est le déroulé de la première année. Bon, il y a des extrêmes, pareil. On verra le diaporama. On mettra peut-être les liens même pour que vous
plus si le regarder en grand. Bref. Et en fait, cette première année, elle est aussi voilà, l'occasion de multiplier réunions publiques, moments de débat, ateliers avec l'école. Et à chaque fois, une petite inauguration où le dessin est imprimé sur un support rigide et un moment festif avec le village qui vient du coup regarder la chose finie à l'échelle 1. Et après, il est offert, enfin, il est donné à la commune qui l'affiche où bon lui semble. Ça dépend un peu. Donc ça, c'est une première approche en fait autour de la question du dessin, qui est quelque chose qui nous anime beaucoup. Et en fait, cette question du dessin et du dessin à la main tout particulièrement est un outil de travail qu'on essaye de mettre le plus souvent en œuvre, en ce sens qu'en fait, elle oblige à prendre du temps. Elle oblige à prendre du temps sur la chose dessinée. En fait, c'est cette prise de temps qu'on trouve assez salutaire. Et en fait, c'est cette prise de temps qui fait que le dessin est là, ici, pas du tout perçu comme un moyen de représentation, mais bien comme un moyen d'écoute. On pourrait dire ça comme ça. C'est un outil d'écoute du territoire, en l'occurrence, ces dessins-là. Et donc, c'est voilà, bien au-delà du produit fini qu'est l'illustration. Et en plus, ces grandes échelles, au-delà de la satisfaction de l'objet fini, qui est toujours un peu stupéfiante, permettent de se mettre autour et de discuter. Et c'est pareil, en ce sens, le média de 2 mètres par 2 mètres, c'est formidable pour faire une réunion avec des élus, avec des habitants. Enfin, ça marche bien. Et en fait, alors là, par rapport au premier bourg qu'on ne vous présente pas, mais la première étude triennale, on a voulu un peu embrayer sur autre chose pour les 2 années qui ont suivi. C'est-à-dire que le premier bourg, ça avait abouti à des fiches actions, des projets, une espèce de projet de bourg, mais entre guillemets théorique, quoi. C'est-à-dire, ça restait un projet, quoi. Et là, on s'est dit, non, mais il faut réussir à passer le cap de faire un truc et de lancer une dynamique effective de projet. Donc, on a identifié, en fait, ce que les habitants avaient déjà identifié, mais un petit jardin, l'ancien jardin de curé, qui était un lieu en déshérence, quoi. Donc, avec de très beaux murs en pierre sèche, mais bon, dont il ne reste pas grand-chose, enfin, plutôt des tas de pierres, juste sous l'église. Puis, en fait, c'est un des plus beaux lieux du village, il est en surplomb de la vallée, enfin, c'est vraiment très beau. Mais plus personne n'y allait. C'était un peu un endroit qu'on ne regardait plus. Donc on a réussi à fédérer. Alors oui, ce qui est important, c'est les complices un peu sur place. On a réussi à fédérer souvent les retraités, en fait, leur grille de nos campagnes, à fédérer quelques papis bâtisseurs, comme on les appelle, et à motiver un peu tout le monde pour aller voir la mairie, pour dire est-ce qu'on ne peut pas signer une petite convention tripartite qui fait qu'on s'occupe de défricher un peu les lieux. Et puis on va le reconstruire, quoi. On va reconstruire des murs. Alors personne n'y croyait, la mairie, bon, écoute, parce qu'on les a un peu gonflés, la mairie. On a fait des contre-projets, en fait, je vous montre pas trop, mais on a fait des contre-projets dans le bourg, sur les voies qu'ils allaient raménager, bref. On les a un peu gonflés, donc ils sont, je pense, dit que c'était un bel os à ronger. On dit bon, ok, on vous signe ça et vous allez jouer, quoi. Ça vous occupera. Et en fait, là, on est parti du principe de plus du tout dessiner. On n'a plus produit un seul dessin pendant les 2 ans qui suivent. Et on a plutôt fonctionné avec des amorces. Ça, c'est une espèce de gif éclaté de la première amorce, qui est en fait l'entrée donc qui est la photo en haut à droite, qui est en fait l'entrée de ce petit jardin, du coup avait été défriché par les complices, et en fait à laquelle on est venu, on est juste venu la magnifier, entre guillemets, rajouter une pierre de récup en fait dans l'ancien cimetière, une petite stèle, un peu de temps passé, quoi, et pour juste redonner conscience que ce lieu existe. Et on a fait ça avec quelques habitants motivés. Et en fait, de fil en aiguille, en revenant à coup de 2-3 jours tous les 3-4 mois, tout le monde a commencé à faire des murs en pierre sèche sur ce lieu-là. Alors nous, on n'est pas maçons, mais en fait, on aime bien construire des murs en pierre sèche. On a découvert ça il n'y a pas très longtemps chez nous. Du coup, on s'est dit, bon, on va former les gens alors qu'on n'est pas formateur. Et en fait, les gens se sont très bien formés eux-mêmes. Il faut savoir que là-bas, c'est de la croûte de calcaire affleurante. Ça pèse rien, c'est plat. Enfin, c'est vraiment génial. Pour construire des murs, c'est formidable. Du coup, en fait, tous les habitants et habitantes qui se sont intéressés au truc, ils sont 10, 15, une vingtaine des fois, jeunes, moins jeunes, se sont motivés et viennent bâtir des murs dans ce lieu-là au gré des week-ends. Maintenant, il s'y fait tout. La mairie a fait ses vœux là-bas. Enfin, ce lieu a été créé, quoi. A été créé par l'usage et l'appropriation des gens. Juste en venant amorcer, en faisant les premières marches de l'escalier un week-end avec eux, et puis après, ils continuent tout seuls. Voilà, on dessine plus, on donne plus d'ordre, on donne pas d'ordre, on amorce des dynamiques, et en fait, honnêtement, c'est formidable. Pour vous dire, aujourd'hui, ça ressemble à ça.
C'est clairement le plus bel espace public du village, hein, je pense. Il n'y a pas de village qui ont les moyens de se payer autant de murs en pierre sèche. Ça coûte cher, ça coûte hyper cher au mètre. Et du coup, ça fait 3 ans. En 3 ans, ce lieu a complètement changé. Les enfants sont venus planter des arbres avec l'école. C'est devenu le lieu du village où il se passe tout, quoi. Et honnêtement, c'est assez inespéré. On espère qu'il se reproduira plein d'autres des occasions comme ça, mais c'était assez touchant. Enfin, c'est même très touchant. Et on se rend compte qu'en fait, là, ça questionne beaucoup notre rôle aussi, des fois, en tant qu'archi. On est maître d'œuvre par ailleurs et tout ça, mais on se dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une place à occuper dans la médiation, en fait, alors médiation, pas dans la médiation au sens où on entend médiation culturelle et tout, mais dans réellement ce rôle d'entre-deux, entre le monde concret, entre guillemets, et puis et le monde des idées, du dessin, du projet, quoi. Une manière un peu comme, si on fait un anglicisme mal traduit, d'encapacitation, empowerment, comme on dit mal, du territoire, en fait. Et en fait, là, c'est l'image un peu de fin, mais ils en sont, du coup, on leur a fait un petit bout de croquis, parce qu'ils veulent faire une cabane sur le lieu, en contre-haut, pour faire la classe à l'extérieur de l'école, un départ de sentier de rando, de la sensibilisation aux espèces locales, honnêtement, ça a dépassé pas mal toutes nos espérances. Et ça, ils le font en autoconstruction habitante avec un charpentier qui les encadre. Donc maintenant, ils se débrouillent. Ils se débrouillent. Et c'est super. Mot d'ouverture rapide. Non, en fait, on peut faire juste ça et puis dire que peut-être, je sais pas. On voulait ouvrir là-dessus, mais ce sera peut-être trop. Je prends 3 minutes. Allez. On se rend compte qu'on a très peu parlé de forme, aussi peut-être parce qu'elle est plus difficile à porter, qu'on se sent un petit peu moins légitime, en tout cas qu'on sent que notre vision de collectif, elle implique d'avoir plusieurs regards, d'avoir plusieurs manières de faire, d'avoir plusieurs dessins, et que du coup on se sent assez peu apte à porter cette question de la forme pour le collectif. Et on le porterait certainement de manière très différente chacun, chacune. Ce qu'on pense en revanche, c'est qu'elle est présente dans nos dessins. On le voit, là, on a mis un certain nombre de références de choses portées. On sait qu'elle est là. On revendique qu'elle soit multiple, ces formes. On n'est pas du tout une agence, du coup, qui maîtrisons, on va dire, la production et le dessin des choses, dans le sens où c'est dans une sorte de cohérence ou de pratique assez longue. Voilà, on assume des écritures multiples, volontiers éclectiques, c'est-à-dire qu'elles vont chercher des références un petit peu partout, qui sont autant qu'on est d'associés, qu'on est d'envie. Voilà. En revanche, voilà, on imagine que ce qui nous rassemble, c'est plus la manière de faire, les questionnements qu'on a évoqués et dans cette conférence, qui sont bien plus nombreux que cela, mais dont on a choisi certains dans cette intervention. Et puis, on pense que de partager ces questionnements d'une certaine manière, ça crée peut-être commun, et c'est là où nous, on a l'impression d'être très éclectique, d'être dans une posture très variée, et c'est pas forcément le regard qu'ont les gens sur notre pratique. Et voilà, c'est une question qu'on vous pose, qu'on se pose. Est-ce qu'il y a une écriture commune ? Et merci de votre attention. Merci Louis et Martin. On passe aux questions éventuelles. Est-ce qu'il y a des remarques, questions ? Bonsoir, merci pour votre intervention. Vous avez répondu à beaucoup de questions, donc c'est pas facile d'en trouver, mais j'en ai quand même une au moins. Vous avez des projets qui sont plutôt qui ont tous une éthique. En tout cas, vous essayez de traiter l'éthique écologique et d'autres. Et tous les projets paraissent très intéressants. Est-ce que vous faites des choix, vous priorisez certains sujets? Est-ce que vous priorisez votre éthique ou des fois votre économie? Parce qu'il y a quand même la question de l'économie d'agence et comment on arrive avec des petits projets comme ça à s'en sortir, surtout dans un collectif à 7.
Après, il n'y a pas que des petits projets. L'autre soi, c'est gros quand même. Ça fait 5,9 millions, ça commence à... Enfin, nous, on trouve ça gros. Je pense que c'est une espèce d'équilibre. Alors après, il y a un truc qu'on a... Alors, ça, c'est par fainéantise que le site internet n'est pas tout à fait à jour. Mais en fait, il n'est pas loin d'être à jour. Mais on s'est un peu toujours raconté qu'on ne mettrait pas de projet sous le tapis. Que même l'alimentaire, s'il y en a, et on n'espère pas, enfin ils sont tous alimentaires en fait, serait présenté, quitte à, comme on a pu essayer de l'énoncer avec Vernaison, quitte à essayer de cerner les limites de pourquoi est-ce que ce projet est comme ci. Et puis... Mais le but, c'est plutôt, je pense, forcément il y a des projets plus rentables que d'autres. En effet, 92 logements pour Aralis, c'est plus rentable que la petite halle que vous voyez là. Même si dans chaque projet, on essaye de faire en sorte que les honoraires correspondent au travail. Par exemple, on se refuse, dans 99,5% des cas, je dirais, je laisse une toute petite marge, mais vraiment petite, à refaire des dessins de publication. On ne refait pas de dessins après coup. On fait pas... non, on ne fait pas ça. On essaye de ne pas le faire. Ouais. En fait, non pas que ce soit moche ou désagréable, au contraire, c'est hyper chouette à regarder, mais on se pose toujours un peu la question de ce qu'on raconte avec ce qu'on fait. Et on est toujours un peu... C'est marrant, on en parlait avant la conférence, quoi. On parlait de ça. Et il y a une petite gêne à se dire, ah ouais, on voit des super belles maquettes d'un projet de 32 000 € pour l'extension d'une grange. Je sais pas à combien ils répondent, mais et du coup ça nous. Alors pour autant, on n'a pas du tout envie de critiquer les confrères qui font ça, parce qu'en fait c'est peut-être assez salutaire aussi pour la pratique dans son ensemble, d'avoir aussi cette fraîcheur, d'avoir du temps passé aux choses et tout. Mais c'est vrai qu'on a essayé de s'inscrire dans une dynamique plus, comment dire, où on se ménage aussi des vies. On a tous et toutes des enfants, on aime tous et toutes lire ou aller au cinéma, et puis on pense que lire et aller au cinéma entretient la question de la pratique architecturale, je crois. Donc ouais, on essaye de trouver le juste équilibre. Parler de prioriser, je pense que c'est plutôt une question d'équilibre. Et l'urbain, en ce sens-là aussi, est une question d'équilibre. C'est plus rentable et moins aléatoire, l'urbanisme. Alors on n'en fait pas beaucoup maintenant à l'échelle de l'agence. Mais il n'y a pas d'assurance à payer. En général, les délais sont respectés. C'est sûr que le bâtiment va se construire parce qu'il n'y en a pas. Et le tarif est souvent mieux négocié à la journée. Ouais. Mais la concurrence, c'est peut-être pas encore assez féroce pour que ce soit... je pense que ils ne répondent pas au prix d'un archi. Parce que vous faites beaucoup d'urbain... ça fait partie de l'essence de l'agence? Ouais, ça fait partie de l'essence de l'agence. On en fait un peu moins en ce moment parce que c'est comme ça. En fait, on n'aime pas être mandataire en urbain, alors du coup, on est un peu soumis à qui vient nous chercher quand. Là, on répond à un truc assez gros. On a fait une étude de revitalisation de 33 centres-bourgs dans la Comcom de Moulins. Ça, c'était très gros. Voilà, on a travaillé sur toute la revitalisation d'une voie à Villeurbanne, un CRAC, ce qu'on appelle un truc de revitalisation artisanale et commerciale. Ouais, on fait un peu d'urbain, même. Mais elle est très pertinente. Elle est au cœur de nos questionnements, la question de la rentabilité. On n'a pas tout à fait expliqué, mais le fait de se rémunérer sur ses propres projets, sur les projets sur lesquels on travaille, comme on l'a présenté au début, ça nous engage assez fortement à trouver nous-mêmes notre boulot. En fait, la recherche de travail se fait pas binôme. Là, j'ai besoin d'un peu de travail. J'ai demandé à Martin qu'on a besoin aussi d'aller candidater sur des choses. Et ça nous impose aussi d'être rentable. Et c'est vraiment une attention. Il n'y a pas vraiment de fonctionnement de projets rémunérateurs qui permettent de compenser des projets qui ne le sont pas. On essaye que, même si c'est le cas, c'est-à-dire qu'il y en a des plus gros qui sont effectivement mieux, les petits, on se dit en fait on est payé tant, on fait le travail qui correspond à temps. C'est vraiment important pour pas faire de dumping, pour pas faire affaiblir notre capacité la capacité des architectes. Je mets un tout petit bémol qu'il faut dire. On est enseignant en partie et on a bien conscience que ça permet d'être plus relax sur ces fins de mois, même si on a des contrats pas hyper... on n'est pas titulaire, pas tous, très peu même plutôt, il y en a un. Mais c'est du coup pas des rémunérations qui sont mirobolantes, mais qui permettent malgré tout de se poser un peu moins de questions sur les fins de mois et qui contribuent un petit peu à pouvoir passer un tout petit peu plus de temps aux choses. Ça fait en fait c'est l'avantage d'avoir un fixe.
en gros. Oui. Le plus dur dans la pratique, c'est de prévoir. Oui. Là, les élections, paf, il y a un projet qui s'arrête. Un gros, en plus, là, chez nous. Bon, ça passe encore. Mais et c'est cet aléatoire-là, le fait qu'un projet prend 6 mois de retard, qu'il y a un recours sur le permis de construire, qu'on rentre en candidature, il n'y en a pas une, on est pris. À l'inverse, on en rend 5, on est pris sur les 5. Et, oh merde. C'est ça qui est difficile. Et c'est vrai que le fait d'avoir quelques centaines, 1000 balles par mois de fixe, en fait, ça fait un fixe, quoi. Ouais. C'est pas mal de confort. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci déjà pour votre intervention. Moi, j'aurais aimé revenir sur vos statuts que vous avez commencé à énumérer au tout début. Vous avez dit que du coup, aujourd'hui, vous êtes en SAS et en même temps, votre fonctionnement, il est horizontal, plus sur un fonctionnement de scope. Et du coup, pourquoi pas la scope, pourquoi non, et voilà, si vous pouviez un peu détailler. En fait, si je ne m'abuse, parce que l'agence a été faite en 2019 et il me semble, sauf erreur de ma part, qu'on ne pouvait pas inscrire une scope à l'ordre à l'époque. Alors on s'est dit on va faire un GIE. Alors, on ne peut pas inscrire un GIE à l'ordre. Du coup on a fait une SAS, mais en fait on est avec exactement tous les trucs de la scope dedans. Mais le petit montage, si la question porte peut-être plus sur ce petit diapo-là, c'est ça ? Non, ou sur la... Surtout. Non. En fait, là, c'est vraiment une question purement... en fait, une SAS devient... En fait, la scope, c'est juste un format particulier de société anonyme. Là, rien ne nous empêcherait... Alors, il faut aller payer un organisme de validation. Rien ne nous empêcherait, dans le fonctionnement, d'être une scope, quoi. La commune pourrait tout à fait être une scope. On a, je crois, juste eu la flemme juridique de le faire maintenant que c'est possible. Et là, du coup, vous êtes tous associés. On est associés à part égale et on n'a pas de salariés en plus. Et c'est un souhait. Oui, on n'a pas parlé trop de ça. En fait, on n'a pas de... Les gens que vous voyez en dessous, à part Roxane qui était associée, c'est des gens qui nous sont venus... Il y a pas mal de Stéphanois en vrai. C'est des gens qui nous rejoignent en stage pour X mois. Vu que beaucoup de Stéphanois doivent faire une césure, profitent de leur obligation de stage long, exception culturelle, on pourrait dire, pour faire une césure, on essaye de garder les stagiaires assez longtemps et après, du coup, ils deviennent employés sur le reste de l'année s'ils veulent rester. Mais c'est un emploi, en CDD, machin. Alors, on a commencé ça avec... c'est Zoé, je crois. C'est pas dans l'ordre chronologique. Ah, si. Avec Zoé, qui était Stéphanoise aussi, je crois. En fait, on se disait que c'était bien d'avoir des stagiaires longtemps pour tout le monde. On essaye d'en prendre soin. Mais par contre, que c'était quand même un peu un sport de riche, parce qu'être payé 600 balles pendant un an, c'est quand même pas terrible. Du coup, on essaye de couper l'apport en deux, de faire le premier semestre en stage pour remplir l'obligation légale et, si le boulot le permet, de proposer à la personne de rester chez nous en tant que dessinateur brocheur. Voilà. Mais du coup, on n'a pas de salariés et on n'a pas de vocation à en avoir. Du coup, c'est vrai que la question de la scope se pose moins, étant donné que ça n'entraîne pas de... Enfin, on aurait des salariés, ce serait une question à régler genre immédiatement, mais c'est pas prévu. On aime bien, on en reparlait la semaine dernière, on aime bien faire un peu les trucs nous-mêmes. Au début, on se demandait si on n'associait pas quelqu'un à faire l'administratif. Puis en fait, je crois que ça tente plus grand monde en fait. On n'est pas tous et toutes d'accord exactement là-dessus, mais dans l'ensemble, la tendance est plutôt à se dire en fait non, faire sa compta, c'est pas mal aussi. Puis c'est peut-être un modèle, en fait, c'est quand même malgré tout un modèle plus résilient. Et puis alors là, c'est pareil, on va reboucler avec un peu de marxisme, mais la question de la division du travail gratte un peu aux encoignures. Alors certes, dans une logique de pur productivisme, on pourrait s'hyper spécialiser et Louis être responsable concours, responsable de ET et je ne sais pas quoi, et puis en étant 7 associés à parts égales quand même. Mais je pense qu'on ne s'y retrouverait pas. On aurait moins envie de se lever le matin. C'est un peu le même sujet. Merci pour votre intervention. Moi, je n'ai pas bien compris. Donc, vous avez cette SAS, et puis après, vous avez ces filiales. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque personne est en entreprise individuelle et va facturer à la SAS, c'est ça ? C'est ça concrètement ? Oui, sauf exception. Là, ce qu'on voit, l'Amicale Architecture, qui est composée de trois associés. Mais c'est une petite exception qui se veut, on va dire, de solidarité, un fonctionnement qui va être un petit peu différent.
Mais effectivement, toutes les filiales, entre guillemets, qui ne le sont pas du tout, puisqu'il n'y a aucun lien juridique entre les deux, les filiales et communes, facturent effectivement les travaux qui sont réalisés au sein de communes. D'accord. Et on laisse un pourcentage, en gros, de tout ce qui est facturé pour alimenter une petite caisse, quoi. Voilà. Mais c'est ça. Mais encore une fois, c'est un... En fait, cette année et demie de réflexion autour de communes n'était pas juste de se dire genre comment on organise 2-3 trucs de la vie quotidienne, mais c'était vraiment d'essayer de trouver un montage juridique qui arrive à remplir à T0 les envies et craintes, et combler les craintes de chacun et chacune. Parce que quand on se lance là-dedans, il y a des craintes, des appréhensions. C'est dire, ok, là on a le chômage en création d'entreprise pendant tant d'années, mais moi à la fois il me reste plus que 6 mois, moi il me reste 2 ans, c'est plus cool. Enfin, on a tous et toutes des régimes vraiment différents, certaines d'entre nous qui étaient enceintes. Et du coup, on a trouvé ce truc-là en se disant, bon, ça donne de la souplesse, c'est pas idéal, parce qu'en vrai, ça coûte un ou une comptable à chacun. En plus, ça coûte chacun paye on est son inscription à l'ordre. Son inscription à l'ordre, voilà. Sinon, donc en vrai, il y a un effet Joule sur la question financière qui est assez fort. Ouais. Du coup, encore une fois, à l'occasion de notre réunion bisannuelle de la semaine dernière, on a rediscuté de comment on peut fluidifier tout ça. Surtout qu'il y a la facturation électronique qui arrive. Allez, pas facturation électronique pour tout le monde. Donc les prestataires de services sont hyper contents. Par contre, moi, ce qui m'interroge, c'est dans le fonctionnement de votre SAS, est-ce que ce n'est pas plutôt l'équivalent d'une société civile de moyens? Enfin, je ne sais pas le terme exact, mais non, ce n'est pas la même chose. Pareil, on ne peut pas inscrire une SCM à l'ordre. Donc ça, c'est foutu. Et ensuite, là, le but du jeu, c'est de dissoudre les filiales pour qu'il n'existe plus que la SAS. Le but à long terme. Pour qu'il n'existe plus que commune. Voilà. Là, oui. Encore une fois, ce que vous voyez, c'est un état existant et transitoire. Voilà. Du coup, dissoudre ces SAS, enfin, les entreprises individuelles ou les filiales dites dans une SCM ne marcherait pas. Et puis, encore une fois, une SCM, ça ne serait pas à l'ordre, quoi. Et le but, c'était un seul interlocuteur, qui est la société commune, un seul chiffre d'affaires, une seule propriété intellectuelle des références, une seule inscription à l'ordre. Enfin, en fait, il y a une seule inscription à l'ordre. De communes. Mais enfin, auprès des gens avec qui on travaille. Par exemple, Studio Lada fonctionne très différemment. Studio Lada, à chaque fois, ils s'associent entre eux quand ils répondent à un appel d'offres. Ils n'ont pas de structure qui s'appelle Studio Lada. Parce que du coup, quand on répond avec Studio Lada, ça fait beaucoup de DC2. Mais je pense que chaque structure collective a un peu son montage. Mythe à Paris, il ne fonctionne pas comme nous. Non, mais c'est vrai que c'est juste un montage administratif, juridique, qui a certainement des petits défauts, on va dire, qui ne doivent pas être parfaits. L'idée, on en a rediscuté il n'y a pas longtemps, et je pense que c'est à assez court terme, d'ici 1 an ou 2, ces filiales n'existeront pas. En fait, c'est un dispositif qu'on a mis en place au début parce qu'on craignait un petit peu. En fait, là, nous 7, on n'avait jamais travaillé ensemble pour la plupart. On voulait aussi tester la manière de chacun à exercer des responsabilités. En fait, il y avait une petite crainte aussi, je pense, de certaines. Et ça a été un montage qui permettait de sortir assez facilement, potentiellement. Et c'est quelque chose pas si facilement. C'est quelque chose qui aujourd'hui est complètement remis en cause parce qu'en fait, on se connaît beaucoup mieux et on sait que le dispositif de facturation de chacune, il peut se remplacer très facilement par une comptabilité analytique qui est faite par associé à un compte d'associé et que ça permettrait que chacun puisse avoir les libertés qu'on apprécie beaucoup aujourd'hui, en fait, qui font que jamais je suis agacé ou frustré parce que j'ai l'impression d'en faire plus qu'un autre pour moins d'argent. En fait, ça n'arrive jamais. Ce qui est vraiment... en fait, dans cet 1 an et demi de création de communes, on a discuté avec beaucoup d'associations comme ça, enfin de dispositifs avec plusieurs associés. Et c'est des dispositifs qui finissent pas tout le temps bien. Et on a échangé... notamment avec Jean Bocabeille, qui nous a conseillé un petit peu là-dessus, sur ce qui se passe quand ça se passe mal, quoi, et sur les frustrations, les tensions, tout ce qui peut se créer. Et c'est vrai que là, le dispositif qui est en place, s'il n'est pas idéal, effectivement, pour des questions de solidarité, on en a bien conscience, il est vraiment très bon en termes de plaisir et de flexibilité. Mais en fait, c'est là où vous allez admirer
le dissensus à l'œuvre. Moi, je suis tenant de... Enfin, je défends l'inverse, mais bon, on ne défend pas du tout le même point de vue forcément au sein de communes à ce stade-là. Moi, en fait, on a créé cette société à 3 parce que je pense que tout mettre en commun, c'est mieux et moins stressant. Mais du coup, s'il y a vraiment des débats de fond au sein de l'agence de comment on fait pour dépasser ce système, quoi. Et du coup, c'est ce qui est intéressant, en fait, c'est que rien n'est figé, quoi, à ce niveau-là. On est en train de discuter quel régime de solidarité, comment on fait, est-ce qu'on arrive à faire un salaire minimum en reversant X%. Enfin, il y a plein de trucs qu'on essaye d'inventer, quoi. Et comme on bricole beaucoup, parce que on n'a pas vraiment un juriste à demeure pour nous donner des trucs et conseils, on essaie de bricoler. Depuis quand, quand est-ce que vous avez créé Commune? Je ne sais pas si vous l'avez dit. En 2019. Ok. Oui, c'est assez jeune, hein, en vrai. Oui. Enfin, ouais, c'est plus tellement, quoi. Enfin, merci. Ça commence à faire. Non, mais... Pour rebondir sur les questions de débat de fond, mais aussi sur votre dernière slide concernant la forme, je voulais savoir si vous gériez vraiment les projets uniquement en binôme et s'il n'y avait pas du tout de débat sur des aspects de projet, en fait. Parce quand vous êtes un collectif qui forme agence, il y a quand même une identité peut-être d'agence à respecter ou quelque chose comme ça pour au moins les candidatures, je sais pas, sur vos appels d'offres. Ou est-ce que vous considérez finalement cette diversité de projets et de réponses comme une force pour répondre à une multiplicité d'appels d'offres? C'est une bonne question. Effectivement, on ne maîtrise pas du tout ce que font les collègues à côté et on se fait 100% confiance. Néanmoins, enfin en tout cas, on s'est donné, c'est dans notre pacte d'associés, le fait qu'on n'allait pas ingérer chez la production du voisin, parce qu'on se fait confiance, quoi, sur la production. Néanmoins, c'est vrai qu'on discute quand même. Enfin, l'échelle de 2 est très bien parce qu'on se rend compte aussi en agence que quand quelqu'un n'est pas directement dans le projet, il donne son avis, mais un petit peu à la légère comme ça. Ouais, moi, je mettrais plutôt ça bleu. Et on se rend compte que ça l'engage beaucoup moins parce qu'il ne va pas le traîner, il ne connaît pas tous les tenants et aboutissants, et on se rend compte que l'échelle de 2 ou 3 personnes, elle permet que chacun se sente vraiment investi des choix qu'on fait ensemble et qu'on discute vraiment efficacement. En fait, on a tous les deux envie que ça aboutisse et que ça aboutisse rapidement. La question, c'est aussi une question d'efficacité. Voilà. Néanmoins, sur beaucoup de sujets, c'est assez fréquent qu'on affiche, qu'on se pose avec les gens qui sont là à l'agence, on n'est jamais 7, mais qu'on se mette à 4-5 et qu'on discute d'un point. On se rend compte que c'est hyper opérant en termes d'avis, en termes de référence, en termes de manière de solder rapidement un sujet et de récolter un avis un peu général. Mais voilà, pour répondre à la première question, est-ce qu'il y a une sorte d'identité? Nous, on a l'impression que non. On a l'impression qu'on a des marottes qui sont chacune très différentes. Il y en a qui sont sur des questions de proportion, des questions des choses qui, par exemple, me touchent pas et du coup, qui vont pousser certains sujets. Et en fait, on trouve que cette diversité est plutôt heureuse et nous enrichit et pas du tout maîtrisée, en tout cas, dans la manière dont on paraît. Après, la vie légère dont tu parlais, qu'on peut se donner du coup à 7 de façon spontanée, là, c'est aussi pour ça qu'on a essayé de mettre en place ce bout de mur d'affichage là où tout est un peu pêle-mêle. C'était à l'occasion d'un article. Enfin bref, mais en fait, c'est pas mal aussi. Voilà, du coup, on se sollicite pour 3 variantes d'un garde-corps. On demande aux gens qui sont au bureau, quelqu'un a du temps pour jeter un œil. On en parle un quart d'heure, 20 minutes. Des fois, c'est plus long. On partage des sujets plus complexes qui peuvent être un peu chiant aussi. Mais voilà, enfin non, le fonctionnement à 7 est beaucoup plus dans le tacite et le spontané. Et en fait aussi, enfin, pas se mentir, déjà quand on arrive en binôme auprès d'une maîtrise d'ouvrage, on dit voilà, les deux, c'est un binôme référent, ça a fonctionné comme ci, comme ça. Les gens trouvent ça un peu bizarre, mais en fait assez vite ils comprennent que c'est super parce qu'il y a toujours quelqu'un. Et alors aussi, ce que nous on essaye de mettre en avant, c'est le fait que il n'y a que des interlocuteurs en responsabilité chez nous, c'est-à-dire qu'on est tous et toutes associés. Du coup, c'est pas comme une agence où c'est un chargé de projet, il est là depuis un an, il n'a pas trop d'expérience, mais on l'a mis là parce que le projet il fait chier un peu tout le monde.
Et en fait, on essaye de revendiquer un peu ça dans nos notes méthodologiques aussi. En fait, avec nous, vous êtes sûr d'avoir quelqu'un qui a 10-15 ans d'expérience et en fait qui est associé, quoi. Ce qui, du coup, fluidifie aussi la prise de décision. Enfin, c'est pour ça, quand on travaille en agence, sur le chantier, genre, je ne sais pas si... on ne citera pas, voudra qu'on fasse ça et tout. Donc, alors, ça permet de se décharger des fois. Ah non, alors ça, c'est sûr, c'est mort. C'est pas moi, hein, c'est mon patron. Hein, sinon, je me fais virer. Voilà. Bon, mais voilà, mais c'est plutôt du partage spontané, ouais. Et est-ce que vous sentez une incidence positive ou négative dans vos réponses aux appels d'offres de cette diversité de... À cause de ça, aucune Ouais, idée. non. À cause de ça, aucune idée. Mais en fait, je pense que c'est un truc d'archi. Les gens qui analysent les appels d'offres en regardant les références, ils regardent le tableau Excel. Puis après, ils disent la photo est belle, ça me plaît. Mais je veux dire, en fait, une analyse d'appel d'offres, c'est 10 secondes par candidat en passant un slide. Et après, et avant, il y a une analyse technique qui est faite sur est-ce que. Combien de logements? 92. Ils en ont 89 seulement. Hop, un point de moins. Enfin, c'est hyper factuel. Moi, je pense que ça intéresse que nous, ces questions-là. Si les photos sont belles. Enfin, ouais, je pense que vraiment ça intéresse. Mais c'est bien que ça nous intéresse, mais ça, je pense que voilà, ça n'a pas d'incidence. Je crois. On demandera à quelqu'un qui fait des appels d'offres. Et du coup, moi j'ai une question plutôt sur l'organisation de l'agence, du temps que vous passez dans l'agence chacun, parce que vous avez tous du coup des projets différents, vous avez tous une espèce d'autonomie quand même dans cette agence, et en plus des emplois à côté, pour la plupart apparemment. Du coup, comment est-ce que vous gérez un temps minimum pour garder quand même une cohésion de groupe d'agence, quoi, enfin... On a une réunion hebdomadaire où on est censé être tous là et on est le plus souvent vraiment là. C'est quelque chose auquel on tient. Alors c'est pas facile à caler parce qu'effectivement chacun a son jour d'enseignement et ils sont pas forcément compatibles. On ne sollicite pas pour les prendre, pour les choisir. Donc effectivement c'est notre moment où on se retrouve, on discute d'un certain nombre de sujets toutes les semaines. Et puis, globalement, on est quand même un petit peu là. Alors, on est toujours sur les 7, on est en moyenne 4 là, et ça tourne. Et ça fait partie de la charte aussi, qu'on se disait, c'est des choses qu'on s'est posées un petit peu au début, pour que personne, à un moment, au bout de 3 ans, se dise, bon, en fait, moi, j'ai envie d'aller m'installer à la campagne et faire du télétravail. C'est quelque chose qu'on avait plutôt, a priori, un peu exclu. Et du coup, voilà, il y a une présence nécessaire de chacun sur l'outil de production, enfin, de l'outil de production, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire, mais sur le lieu où on fait l'architecture ensemble, c'est quelque chose qui est vraiment souhaité et qui est vraiment effectif et qui fonctionne plutôt bien. Donc, vous travaillez à 2 sur des projets qui vont de 350 000 € à 5 millions, c'est ça ? Et comment vous vous organisez à 2 au niveau du travail pour être efficace, par exemple sur des petits projets? Est-ce qu'il y en a un qui fait plus du dessin, l'autre de la relation extérieure? Enfin voilà, comment vous gérez? Il n'y a pas trop de règles. Je pense que chaque binôme et chaque projet ménage un peu les conditions de son travail. À titre personnel, j'aime assez le projet se fait beaucoup en discutant. Enfin, en discutant. Alors ça, c'est marrant. Je pense qu'on a aussi pris... je veux dire, c'est pas fait que dans la douceur, le fait d'apprendre à faire du projet avec un égal ou une égale. C'est pas évident. En fait, ça bouleverse un tas de trucs, surtout que, je veux dire, clairement, alors je ne sais pas comment c'est à Saint-Étienne, mais je viens de Belleville et toi de Marne-la-Vallée. J'ai jamais fait un projet en binôme de ma scolarité. Même pas en binôme. Genre, à part l'analyse de site qui doit durer 10 jours, on fait ça à 3, mais tout le monde s'en fiche parce que l'urbain, c'est vraiment pas intéressant à cette époque-là. Et donc, du coup, comment on arrive à apprendre à collaborer et à admettre que, en fait, justement, l'idée qu'on défend n'est pas forcément celle qui va advenir et que c'est pas grave. L'idée qu'on défend est peut-être hybridable dans l'idée que l'autre défend, ou enfin d'en garder pour plus tard aussi, se dire bon bah tant pis, j'explorerai ce truc-là une prochaine fois. Et puis après dans le travail, je vois avec Marine, on a fait déjà plusieurs projets de logement ensemble et je crois qu'on commence à connaître aussi les marottes de l'un et de l'autre, donc on les devance aussi. Et après sur l'organisation pragmatique par phase. On se répartit les tâches. Enfin, il faut faire ça. Des fois, ça passe par un tableau Excel avec qui il fait les coupes, qui fait les plans, qui fait ces choses-là. Et sur l'échelle plus large du projet,
C'est aussi selon les disponibilités. On se dit, bon, bah, toi, tu as du temps pour faire les études là, dans l'année qui vient, tu as plus de temps, donc tu te mets en majeur sur les études et en mineur sur le chantier. Donc ça peut être 60-40, ça peut être 80-20. Pour les petits projets, on privilégie plutôt des 80-20, 20-80, parce que couper une phase APS où il y a 4000 balles en deux, c'est pas facile. Alors que pour les plus gros, en fait, on arrive à faire 50-50 avec un peu plus pour celui qui fait la relation maîtrise d'ouvrage BE, quoi. Mais ouais, il n'y a pas trop de, il n'y a pas une règle absolue, quoi. On essaie d'être un peu pragmatique et puis en fonction des calendriers, des envies, d'une forme d'économie générale. Il est arrivé pour des rares projets tout petits, et ça arrive encore qu'ils se fassent tout seuls, parce que c'est des fois le seul moyen de le faire bien. Peut-être, là, c'est pas 300, c'est 70 000 balles. Donc effectivement, les honoraires sont pas très généreux. Et ce que racontait Martin, la question de la répartition des honoraires, c'est quelque chose qu'on écrit, il y a un petit tableur où on se répartit les honoraires avant chaque phase. On en discute, c'est évoluable selon les charges de travail, tout ça. Mais c'est vrai qu'on fait attention à ce que ces sujets d'argent ne nous polluent pas. Donc c'est des choses qui sont retranscrites. Il y a des choses, typiquement le mandat. Il y a le mandat des fois sur certaines opérations où certains se disent bon, bah, c'est toi qui t'occupes de répondre à tous les mails, qui fait un peu l'administratif de base, et ça c'est formalisé. Ok, il y a 10% pour ça. Donc 5 des fois, ça dépend. Bah, ça dépend. Ça se négocie. Non, mais typiquement, Vernaison, qu'on vous a présenté, à l'origine, je devais m'occuper du chantier. Et en fait, il se trouve que c'est tombé en même temps que le chantier de l'autre soir et en même temps que le chantier des glycines qui se finissait. Et je suis gentiment allé voir Louis en disant là, franchement, ma vie va être nulle. Est-ce qu'on pourrait pas faire l'inverse, quoi. Et il a très sympathiquement accepté, mais aussi parce qu'il n'était pas dans la même situation que moi. Sinon, ça aurait été plus compliqué. Moi, je vais peut-être en poser une dernière. Vous écrivez, j'ai compris, vous travaillez sur des articles. J'ai cru comprendre en début de présentation que vous investissiez dans la recherche. Alors, je ne sais pas si c'est via des laboratoires en relation avec des écoles. Est-ce que vous envisagez d'intégrer la recherche au sein de communes ? Alors, pragmatique ou rêveur ? Alors, pragmatiquement, il y a un truc qui est nul avec notre montage, c'est qu'on ne fait pas de bénéfices avec communes. Du coup, le crédit impôt recherche, ça ne sert à rien. Ça, c'est con. Parce qu'en effet, les choses qu'on fait avec la DRAC, il y a pas mal de choses qu'on fait dans la pratique qui seraient tout à fait alignables sur les facilités gouvernementales. Ensuite, c'est vrai, il y en a deux d'entre nous qui ont une thèse, et notamment Antoine, qui est titulaire à la Villette, là, qui co-dirige le GERFO. Du coup, lui est assez impliqué dans la question de la recherche. Et après, voilà, je sais pas, non, je sais pas si investir du coup au sens pécunier est compromis par la structure même. Investir en temps, on essaie de le faire. Voilà, on essaie de ramener des livres, mais pas du tout opportun de faire des citations d'Hannah Arendt. Là, c'était un peu, ça allait être lourd. On essaye de développer des pratiques réflexives. Je sais pas si ça s'appelle de la recherche. Je sais pas encore trop ce que c'est que ce mot. Ok, merci. Si je vous propose de clore la soirée, hein, nous on peut continuer, on peut se retrouver à boire un coup quelque part. C'est enregistré, c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup, merci infiniment. Merci à vous.